Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Avant l'ouverture des assemblées générales annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, en mission aux États-Unis, a échangé avec des membres de la direction générale du FMI. Il a été question de l'accès aux ressources et l'appui du FMI à l'apurement de la dette intérieure. Le Fonds monétaire international va augmenter son appui dans la lutte préventive contre Ebola en Côte d'Ivoire. Marrakech, une ville marocaine, accueille le 9e Forum africain pour le développement. La rencontre se tient pour la première fois hors d'Addis Abeba en Éthiopie. Elle réunit plusieurs économistes, financiers et experts en développement qui s'attellent à asseoir une stratégie de mobilisation de fonds. Ce rendez-vous a pour but de faire face aux défis de développement auxquels fait face l'Afrique. D'ailleurs, le continent est à la recherche de 100 000 milliards de francs CFA. Ce forum enregistre la participation du président de la République Alassane Ouattara qui vient d'achever sa visite en Corée du Sud. Adama Koni. 100 000 milliards de francs CFA, c'est la facture annuelle pour parvenir à un développement durable de l'Afrique. Dans cette enveloppe, les seuls besoins en infrastructure s'élèvent à 45 000 milliards de francs CFA. Alors question, comment mobiliser les fonds pour transformer en réalité quotidienne, à l'échelle des ménages donc, les performances réalisées par le continent, avec une croissance de plus de 5% par an? C'est la question que la Commission économique pour l'Afrique, CEA, se posera durant 2 jours, les 10 et 11 octobre 2014, dans le cadre du Forum africain pour le développement à Marrakech au Maroc. Parmi les chefs d'État appelés à livrer leurs réflexions sur les questions de mobilisation des ressources, de nouvelles formes de partenariat et de financement du climat, le président ivoirien Alassane Ouattara. En attendant les conclusions du forum, les économistes estiment que la diaspora africaine pourrait jouer un rôle important dans le transfert des fonds. La Banque mondiale évaluant les envois de fonds de cette diaspora à 20 000 milliards de francs CFA en 2012. Et les prévisions annoncent 100 000 milliards de francs CFA au cours de la prochaine décennie. C'est la première fois que la Commission économique pour l'Afrique tient son forum hors d'Addis Abeba, en Éthiopie, et c'est le 9e du genre. Des journalistes ont été récemment formés à la thématique budgétaire. C'était à la faveur d'une rencontre ayant pour thème élaboration, exécution, suivi et évaluation du budget de l'État. Débutée mercredi, elle a pris fin hier. Les journalistes ayant pris part à cette formation disent être désormais mieux outillés pour informer l'opinion publique sur les questions liées au budget. Guy Roger Nguessan, Grace Kando. Après 2 jours de formation, ces journalistes sont désormais outillés pour informer l'opinion publique sur le budget de l'État et la loi des finances en Côte d'Ivoire. Le thème de la formation était un thème très important qui concerne le budget de l'État 2015. Nous, en tant qu'hommes des médias, il est important pour nous de nous informer et pouvoir informer nos lecteurs, former les populations sur le contenu de ce budget. Tout au long du séminaire, ces hommes de médias ont échangé avec les équipes du ministère en charge du budget sur 4 thématiques essentielles. Les points notables sont l'élaboration et l'exécution du budget, puis les perspectives en matière de réforme budgétaire. Les objectifs sont atteints. Maintenant, il faut aller au-delà. Faire en sorte que dans toutes les rédactions, qu'elles soient de la presse écrite, de la presse en ligne, de l'audiovisuel, qu'il y ait des spécialistes sur des questions budgétaires, de sorte que la presse ivoirienne traite avec un peu plus de professionnalisme les questions liées au budget. Bamba Inza, représentant le ministère de la Communication, et Kaba Diakité Mohamed, celui du ministère en charge du budget, ont salué ces journalistes qui renforcent leurs connaissances en vue d'exercer leur métier avec professionnalisme. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, envisage d'autres formations. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable vient d'effectuer une visite sur 5 sites en construction en vue de remplacer la décharge d'Akwedo dont la fermeture est imminente. L'État de Côte d'Ivoire se dote en ce moment d'un système intégré moderne des déchets solides. Le ministre Ala Kwadio Rémy, en visite sur ces sites, a pu se rendre compte de l'avancement des travaux. Serge Collier.
3 centres de groupage des ordures et 2 centres d'enfouissement technique constituent les premiers maillons du système de gestion intégré mis en place par le gouvernement ivoirien en vue de gérer efficacement et de façon moderne la question des déchets solides ménagers et assimilés dans le district d'Abidjan. Il s'agit aujourd'hui, dans la perspective de la fermeture prochaine de la décharge d'Akouedo, d'accélérer les travaux de construction de ces sites adaptés aux réalités du moment. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable s'est rendu à Bingerville-Namoué, à une vingtaine de kilomètres de la commune, pour voir le centre de groupage en construction sur un espace de 5 hectares avec un centre de transfert, une unité de tri et une usine de biométhanisation. Le centre d'enfouissement technique d'Atiekwa est lui situé sur la route d'Alépé à l'est du district d'Abidjan. Le ministre Alakwa Doremi et sa délégation ont visité également le centre d'enfouissement technique de Koussiouin, 43 km au nord d'Abidjan. Comme sur les autres sites, les travaux avancent bien. Dernière étape de cette tournée du ministre Alakwa Doremi, le centre de groupage de Port-Bouilly. Il fallait que nous ayons un opérateur qui soit capable techniquement et financièrement de gérer les ordures ménagères sur Abidjan. Un appel d'offres a été lancé et c'est un opérateur américain qui a été du nom de Wise qui a été retenu. Et il fallait donc que pour qu'il puisse commencer, l'État puisse remplir sa part, qui est de mettre à sa disposition un certain nombre d'infrastructures. Ce plan a prévu qu'il y ait des centres d'enfouissement technique qui, eux, sont des infrastructures de salubrité où on envoie les déchets, mais dans des conditions de santé, d'hygiène et environnementale qui soient absolument acceptables. En principe, lorsque vous allez sur un centre d'enfouissement technique, vous ne voyez ni mouches ni déchets. Et c'est ce qui doit se passer. Centres de groupage et centres d'enfouissement technique devront être opérationnels début 2015. Bientôt, la décharge d'Akouedo ne sera plus qu'un lointain et vieux souvenir. Le site sera réhabilité afin d'offrir aux populations un mieux-être environnemental. Le reste de l'actualité en bref sur le continent, commençons par le Kenya, dont le président Uhuru Kenyatta est depuis mercredi devant la Cour pénale internationale. Le président Kenyatta de retour à Nairobi après sa comparution devant la Cour pénale internationale. Accueil solennel et en fanfare pour Uhuru Kenyatta, accusé de crimes contre l'humanité durant les violences politico-ethniques de 2007-2008. C'est la première fois qu'un chef de l'État en exercice comparaît devant la CPI. Ovationné par des centaines de partisans proclamant son innocence, Uhuru Kenyatta s'est adressé à la foule, déclarant « Nous ne faisons qu'un et il n'y a rien à craindre car le Kenya est stable ». Le président kényan espère maintenant que la CPI abandonne ses poursuites contre lui. Hommage national du Niger à ses 9 soldats morts au combat. Ces casques bleus sont tombés dans une embuscade tendue par des groupes terroristes vendredi dernier dans le nord du Mali. Devant les 9 cercueils recouverts du drapeau bleu ciel de l'ONU, le représentant des Nations Unies promet de punir leurs meurtriers. Nous traquerons sans répit les auteurs responsables de cette ignominie. Et un jour viendra où ils devront rendre compte de leurs actes devant la justice. Malgré ses pertes militaires, l'État du Niger affiche sa détermination à poursuivre son engagement contre le terrorisme dans la région. C'est un petit bout de rail hautement symbolique. L'Ouganda inaugure en grande pompe la construction d'un chemin de fer régional. Les présidents rwandais et sud-soudanais ont même fait le déplacement. Objectif, remplacer le vieux réseau ferroviaire construit par la colonie britannique. Début de ligne au port de Mombasa au Kenya, où les travaux ont déjà commencé. Puis elle traversera l'Ouganda et le Rwanda. Extension prévue ensuite vers le Congo-Kinshasa, puis le Soudan du Sud. Les travaux seront en grande partie financés par les Chinois. La Sierra Leone est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, avec plus de 600 morts pour environ 2300 cas de maladie. L'insalubrité autour des cimetières dans ce pays suscite la peur chez les habitants. Les curieux se pressent, soulagés qu'une équipe arrive enfin pour ramasser le corps abandonné là, une victime d'Ebola. À Freetown, les fossoyeurs ont repris le travail.
Ils s'étaient mis en grève pour réclamer le paiement de leur salaire et une prime de risque. Tout est résolu. On a commencé un peu avant 9 h ce matin et tous les membres de l'équipe de Fossoyeurs, les responsables et les travailleurs, on est sur le terrain. Le corps est évacué vers ce cimetière où une partie est désormais réservée aux victimes d'Ebola. Gants, masques, combinaisons et sacs plastiques étanches pour le mort. Il faut prendre le maximum de précautions. Les cadavres sont extrêmement contagieux. Mais à quelques mètres de là, des gamins passent en claquettes. C'est un raccourci qu'ils ont l'habitude de prendre. C'est très dangereux. Certaines équipes de fossoyeurs laissent traîner des gants et des combinaisons sur le terrain. Les enfants passent, ils les ramassent, ils pensent que c'est un ballon ou autre chose. C'est très dangereux pour eux. Inquiets de ce voisinage, les habitants du quartier ont commencé à ériger un mur autour du cimetière. Il y a tellement de risques quand ils viennent avec les cadavres des victimes d'Ebola qu'ils les enterrent. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il fallait construire une barrière. Objectif, empêcher les habitants de s'aventurer dans le cimetière, peut-être aussi une façon de juguler la peur. L'épidémie de fièvre à virus Ebola prend de l'ampleur en Afrique et c'est l'inquiétude hors du continent. L'Europe et les États-Unis se préparent à faire face à l'arrivée de la maladie. Le patient libérien hospitalisé aux États-Unis est mort mercredi à Dallas. Eric Duncan avait contracté le virus Ebola à Monrovia avant de ressentir les premiers symptômes aux États-Unis. Il pourrait avoir contaminé une partie de sa famille américaine. Son entourage a été placé en observation. Après ce premier cas diagnostiqué aux États-Unis, les autorités américaines ont décidé de renforcer les contrôles dans les principaux aéroports du pays. Sont particulièrement ciblés les voyageurs en provenance d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train de renforcer les contrôles et les protections. Il est clair que tant que l'épidémie Ebola continue de s'étendre en Afrique, nous ne pouvons garantir un risque zéro. On aimerait bien pouvoir le faire. En Espagne, une infirmière et un médecin de l'hôpital Carlos III de Madrid ont été contaminés par un religieux espagnol décédé le 25 septembre. Une cinquantaine de personnes auraient pu être en contact avec ces malades. Les procédures ont été renforcées. Nous enquêtons sur un patient originaire du Nigeria qui est actuellement placé en isolement. Mais après 72 heures, si les tests sont négatifs, il pourra partir. Nous avons également 2 infirmières et un médecin en observation. Nous suivons de près l'évolution de leur état de santé. Jeudi, l'état de santé d'une des infirmières espagnoles s'est détérioré, ont affirmé les autorités de Madrid. L'Australie n'est pas épargnée. Une infirmière de retour de la Sierra Leone a été mise en observation. La responsable de la santé de l'État du Queensland s'est voulue rassurant. Evo Morales, premier chef d'État amérindien de Bolivie, brigue un 3e mandat pour les élections générales du 12 octobre prochain. Il jouit pour l'instant dans les sondages d'une confortable avance dès le premier tour du scrutin. C'est à El Alto, la grande cité dortoir qui domine La Paz, qu'Evo Morales a fait son dernier meeting de campagne. El Alto, où la population se reconnaît essentiellement comme indigène, est venu acclamer le premier président amérindien d'Amérique latine qui brigue un 3e mandat. Pour eux, la présidence d'Evo Morales est une revanche historique. Avec des accents anti-américains habituels chez cet ancien producteur de coca qui a rompu avec les États-Unis, il a fait un bilan positif de ses derniers mandats. Maintenant, sans ambassadeur des États-Unis, sans base militaire nord-américaine, sans l'agence antidrogue des États-Unis, nous sommes dans une meilleure situation politique, démocratique et surtout dans une meilleure situation économique. Face à lui, une opposition affaiblie et divisée qui n'est créditée que de 18% des intentions de vote pour l'homme d'affaires de centre-droit Samuel Doria Medina et de 9% pour l'ancien président libéral Jorge Quiroga. Evo Morales, quant à lui, écrase ses adversaires dans les sondages avec 57 à 59% des intentions de vote. Il faut dire que l'économie bolivienne va bien avec une croissance économique de 5%, une des plus fortes de la région. Evo Morales a mené une politique de nationalisation des hydrocarbures
Parallèlement, il a réduit les injustices sociales avec des allocations familiales, un minimum vieillesse et une hausse des bas salaires. Une politique qui est même applaudie par la Banque mondiale. La Bolivie, au cours de cette décennie, a diminué son taux de pauvreté de plus de 60 à 40%. Son taux d'extrême pauvreté de 40 à 20%. Si elle continue dans cette voie, la Bolivie va réussir à éliminer l'extrême pauvreté avant l'objectif fixé par la Banque mondiale. Certains électeurs dénoncent cependant un système électoral totalement contrôlé par des proches du pouvoir et des ressources de l'État mises à la disposition du candidat Evo Morales. Celui-ci n'a même pas daigné participer au débat de campagne avec ses adversaires, déclarant qu'il n'avait qu'à débattre avec leur grand-mère. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.